Merci beaucoup. Alors, nous avons décidé dans le cadre de la table ronde d'aborder l'oralité dans la mise en état à travers deux aspects. Donc, on va commencer par le premier qui est l'audience d'orientation et ensuite les audiences d'incident devant le juge de la mise en état. Alors, on va peut-être commencer et débuter par l'audience d'orientation. Alors, vous savez que le terme orientation est relativement récent, puisqu'il est entré en vigueur avec la réforme de 2019, puisqu'avant, au préalable, on parlait de la conférence présidentielle. Et la modification de la terminologie est une modification substantielle qui traduit un nouvel office du juge de la mise en état. Habituellement, on considère que le juge civil a pour office principal de trancher le litige en appliquant les règles de droit, mais le juge devient aussi, notamment c'est le cas du juge de la mise en état, un juge qui gère la procédure, qui administre la procédure. Et notamment, dans le cadre de l'orientation, on peut indiquer que ce principe, enfin ce pouvoir, cette nouvelle attribution confiée au juge civil traduit en fait deux principes fondamentaux sur lesquels je voudrais insister, puisque ce sont des principes qui motivent un petit peu les règles techniques. Alors le premier, c'est le principe de proportionnalité qu'on retrouve dans le rapport des États généraux et qui signifie que la procédure civile doit être adaptée à la nature de l'affaire, à sa complexité, aux enjeux de la procédure. Donc le juge, finalement, le juge de la mise en état, il va donc orienter, lors de cette première audience de mise en état, orienter l'affaire, c'est-à-dire la diriger, soit, et c'était l'objectif aussi de la réforme, vers une mise en état participative, c'est-à-dire diligentée par les avocats, soit il pourra orienter, et ce sera le cas maintenant avec l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2023, vers une audience de règlement amiable, s'il estime qu'un circuit amiable est plus adapté à l'affaire, toujours en application de ce principe de proportionnalité, ça sera l'objet de l'autre atelier, ou alors orienter vers un circuit normal, j'allais dire, de mise en état judiciaire. Donc on voit que le principe de proportionnalité motive l'orientation de l'affaire vers un circuit qui est adapté, évidemment, à sa résolution. Le deuxième principe, dont on trouve évidemment la traduction dans cette audience d'orientation, est un principe de coopération entre tous les acteurs judiciaires. C'est-à-dire évidemment que cette orientation ne peut se faire qu'en coopération avec un dialogue utile avec les avocats, qui maîtrisent évidemment la complexité du dossier, les enjeux du litige à l'égard de leurs clients, et qui sont à même, en dialoguant avec le juge de la mise en état, d'orienter l'affaire justement vers le meilleur circuit. Et d'ailleurs, le décret du 29 juillet 2023, pour faire un petit peu d'actualité, il insiste sur cette coopération à travers la césure. Vous savez qu'il sera possible à partir du 1er novembre pour les avocats de prendre l'initiative de soumettre au juge une partie seulement de leurs prétentions, par exemple le principe de la responsabilité de la personne que l'on attaque, du défendeur, et ensuite, dans un deuxième temps, alors que la mise en état ne sera clôturée que partiellement, uniquement sur les points de droit qui auront été soumis au juge par les avocats, bien sûr, dans un deuxième temps, la mise en état continuera sur les autres chefs de prétention, et notamment la réparation du préjudice. Cette seconde partie de la mise en état pouvant évidemment se solutionner par un mode amiable si les avocats décident soit des pourparlers transactionnels, soit de recourir à une médiation, une conciliation, bref, ou une procédure participative éventuellement qui leur permettrait de trouver une solution. Et à défaut de solution amiable, eh bien, le juge rendra deuxième jugement sur la réparation du préjudice, puisqu'on n'oublie pas évidemment que dans l'assignation d'origine, il aura été saisi de la totalité du litige. Donc là, on voit aussi qu'un dialogue utile entre les avocats et le juge de la mise en état permettra, là encore, d'orienter l'affaire vers une issue procédurale qui paraît adaptée évidemment au litige et aux justiciables, et aux intérêts bien sûr du justiciable. Alors, tout ceci démontre bien que, en dépit d'une conception assez virtuelle du fonctionnement de la mise en état, il est nécessaire d'introduire là une audience utile dans laquelle les avocats peuvent avoir un dialogue, j'allais dire en présentiel, un vrai dialogue avec le juge pour une orientation intelligente de l'affaire. Donc ça plaide là encore
pour l'introduction dans la mise en état, au moins au début, d'une véritable audience en présentiel et de ne pas considérer la mise en état comme quelque chose de purement virtuel. C'est d'ailleurs aussi ce qui était souhaité, et je terminerai là-dessus mes observations, c'est d'ailleurs aussi ce qui était souhaité dans le rapport des États généraux qui indique qu'il faut au moins au début de la mise en état ce qu'ils appellent une audience utile. Et on va traduire une audience, j'allais dire en présentiel, dans laquelle le juge de la mise en état a un vrai contact, un vrai... Observation. Merci beaucoup. Merci, Madame. Madame Crétovic ? Merci. Alors, ça marche, voilà. Bien, merci pour cette présentation. Alors, je vais vous donner une approche de comment cette audience d'orientation, je vais vous expliquer comment cette audience d'orientation a été mise en œuvre dans les juridictions depuis 2019 et ses évolutions jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tous, on peut se féliciter du retour d'une certaine forme d'oralité dans la procédure de préparation du dossier civil qui a vécu un effet de balancier qui est peut-être des conversations, comme ça a été rappelé en conférence des présidents, jusqu'à arriver à une conversation avec son seul écran, que ce soit pour le juge, pour le greffier ou pour l'avocat qui est derrière son écran, dans le cadre de la procédure de mise en état via le RPVA. Donc l'idée de retrouver de l'oralité et d'avoir cette stabilisation est quand même quelque chose qui est extrêmement positive, et de sortir en fait et pour le juge, pour le greffier et je pense pour les avocats d'une mise en état qui était extrêmement passive. Beaucoup d'ajustements procéduraux jusqu'à la réforme de 2019 et des ajustements procéduraux qui sont intervenus depuis 2019. La procédure participative qui est beaucoup plus ancienne, une palette des pouvoirs du juge de la mise en état qui s'est largement étendue. Et peut-être, et c'est peut-être ce qui sera le constat et ce qui pourra servir de fil directeur aussi à notre discussion, une appropriation culturelle, si on peut parler de culture et des magistrats et des avocats dans cette phase de mise en état qui n'est pas complètement abouti aujourd'hui. Alors, comment l'audience d'orientation a réussi à trouver sa place? D'abord, je le redis, je pense que dans son principe, cette réforme et cette idée de remettre de l'oralité est une bonne réforme. On ne peut pas contester aujourd'hui la nécessité d'échanger en se parlant, d'échanger en se voyant, et non pas d'échanger uniquement, encore une fois, par le RPVA. Mais le moment de la pertinence de cette audience peut peut-être nous interroger. Comment ça s'est passé? Alors, je pense que c'était le cas de nombreuses juridictions. Les premières audiences d'orientation, il n'y avait personne, ou plutôt il y avait un ou deux avocats avec le rôle de l'ensemble du barreau et qui disaient renvoi en mise en état, renvoi court, renvoi long. Ça, c'était déjà quand on était à un niveau de mise en état extrêmement abouti, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit effet déceptif aux premières audiences d'orientation. Sans qu'on ait déceptif lié à la fois peut-être à une incompréhension de ce que devait réellement être cette audience, et puis je le disais, c'était quand même un changement culturel cette audience, hein. Même si tout le monde se félicitait du retour de la conférence, on n'était pas du tout sur le même périmètre en tout cas. Et puis surtout, ce n'est pas du tout l'esprit de la réforme. Alors, comment on a travaillé? Comme avec tous les barreaux, c'est-à-dire qu'on s'est parlé, on s'est dit, si l'audience, c'est pour avoir un échange de rôle, voire des messages RPVA avant l'audience pour dire il faut renvoyer en mise en état, elle ne sert à rien. Et ni le magistrat ni les avocats ne vont perdre leur temps dans cette audience. Alors, les échanges ont permis assez rapidement, quand même, il faut le dire, parce que je pense que cette question de retrouver de la discussion et de l'oralité est une préoccupation commune. Donc, les échanges ont permis assez rapidement de voir revenir les avocats dans ces audiences. Et si j'en fais un petit bilan, puisque finalement, elles sont quand même relativement récentes, je pense qu'on a réussi, si je prends ce qui est positif, à pouvoir, dès la première audience d'orientation, orienter notamment vers la médiation. Alors, je sais que c'est l'objet de la deuxième table ronde, mais on a utilisé soit l'injonction, soit l'accord des parties pour tenter une médiation dès la première audience. Et puis surtout, et je sais que ce n'est pas la pratique de toutes les juridictions, nous on pratique le renvoi vers une autre audience d'orientation pour pouvoir avoir des informations un peu plus complètes
fait sur le dossier et pas se limiter à un calendrier de procédure qui est parfois un peu virtuel à la toute première audience. Ce qui est peut-être un peu moins positif, c'est que on se retrouve souvent un peu loin d'être en mesure de fixer vraiment des objectifs, de savoir, d'avoir une vision sur, alors je ne vais pas aller dire jusqu'à l'audience de plaidoirie, mais quand même, on devrait quand même avoir un peu le déroulé de l'ensemble du procès à cette audience. Loin d'être en capacité aussi d'évaluer à cette première audience la complexité du dossier. Donc, le principe de proportionnalité, qui est effectivement le principe qui doit nous guider lors de ces audiences, il est partiellement respecté, on va dire. Et le principe de coopération, il est un peu mesuré encore à ces audiences. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut supprimer l'audience d'orientation et en faire quelque chose de nouveau. D'abord, je pense qu'il faut qu'on ralentisse peut-être le train des réformes et qu'on essaye, soit par convention, soit par discussion, soit par quelques ajustements, d'avancer un peu différemment. Les États généraux de la justice avaient souligné, vous l'avez rappelé, Madame la professeure, la question du moment de cette audience. Cette audience d'orientation, surtout quand on a des prises de date à des délais très proches, comme c'est le cas dans plusieurs juridictions, nous on a des prises de date quasiment à 1 mois, donc on est vraiment un peu court en fait, enfin finalement peut-être un peu trop court, on nous reproche souvent d'être trop long, mais là on est peut-être un peu trop court, fait qu'en général, le défendeur n'a pas constitué avocat. Et tant que le défendeur n'a pas constitué avocat, et c'est très légitime, le demandeur ne va pas se prononcer sur l'orientation qu'il aimerait pouvoir donner à son procès, et le juge n'est pas en mesure non plus à ce moment-là de pouvoir apprécier, en fonction de ce qui sera soulevé en face, le bon moment, d'où l'idée en fait de mettre en place ce qu'on avait appelé effectivement ces audiences de dialogue utile. Alors on s'était beaucoup creusé la tête pour leur trouver un nom, mais en fait c'est tout simplement de pouvoir échanger à un autre moment avec les avocats sur certains dossiers, sur les dossiers soit les plus complexes, soit les dossiers dans lesquels interviennent beaucoup de parties et qui nécessitent d'avoir un échange oral dès le moment où on va dire on a un premier échange de conclusion de part et d'autre. Un petit mot pour terminer, je sais que voilà, juste pour conclure sur l'audience d'orientation et l'oralité, pour dire que derrière se pose aussi la question du renvoi en mise en état, circuit long, circuit court, renvoi directement en audience de plaidoirie, soit quand on n'a pas de défendeur constitué, soit quand on a un dossier très simple. Alors, je fais des statistiques, ça reste quand même à la marge en première chambre civile, mais ça arrive surtout quand on n'a pas de défendeur constitué. En sachant que dans ma juridiction, je le dis parce que je n'ai jamais réussi à convaincre le greffe et le juge que ça n'était pas utile, on a encore cette pratique qui fait que le greffe envoie un courrier au défendeur après l'assignation pour lui dire, vous savez, vous devriez constituer avocat, sinon vous ne serez pas défendu. Bon, donc ça nous retarde toujours un peu cette issue de la première audience, mais ils m'ont expliqué que c'était effectivement dans un souci de bien faire comprendre au défendeur tout l'intérêt pour lui de pouvoir être assisté lors de cette audience. Donc derrière un renvoi à la mise en état qui ne doit pas replonger, j'ai envie de dire, dans un trou de dématérialisation et de revenir à du 100% RPVA, sinon l'audience d'orientation, elle ne sert pas à grand-chose. On a dans beaucoup de juridictions, et c'est le cas à Chartres, remis en place, alors je dis remis en place parce que c'est un peu l'effet de balancier, des audiences de mise en état en présentiel. En partant en fait d'un rapport, je crois que c'est un rapport de l'inspection sur les dossiers civils longs et complexes, qui s'appelait comme ça, qui faisait un peu un état des lieux de ces vieux dossiers entre guillemets qu'on avait dans nos chambres civiles, et donc on a refait l'inventaire de l'ensemble de ces dossiers et convoqué les parties en mise en état. Alors tout ça avec un dialogue préalable évidemment avec le barreau pour leur dire ce qu'on allait faire. Ils sont un peu surpris d'avoir des convocations mises en état, en les incitant évidemment à venir, en réorganisant derrière des réunions d'expertise pour pouvoir sortir, entre guillemets, ce vieux dossier. C'est extrêmement utile. On l'avait fait un peu à titre temporaire, en se disant que c'était une manière de sortir le vieux stock, entre guillemets. Et puis, en fait, ces audiences de mise en état présentielle, elles sont maintenant dans l'ordonnance de roulement et elles sont maintenant institutionnalisées pour un nombre, certes restreint, de dossiers. Il n'est pas nécessaire d'examiner tous les dossiers et de faire venir tous les avocats en mise en état, mais pour certains, ça l'est. Pour information, en audience, entre 9 et 20 dossiers dans ces mises en état présentielles, ce qui reste très, très faible par rapport aux centaines de dossiers qu'on brasse, entre guillemets, en mise en état électronique.
Donc, ça permet de redonner, dans cette deuxième étape, après l'audience d'orientation, toute la dimension collaborative de la mise en état et d'investir complètement cette phase qui doit être dans la continuité de la phase d'orientation pour arriver, on l'espère, vers une coopération non pas mesurée, mais pleine et entière et une proportionnalité qui pourra être mesurée dès le début du procès sans qu'elle soit contrainte et forcée, mais avec des pratiques qui sont, je pense, en train d'évoluer et des cultures qui sont en train de changer, qui changeront progressivement. Oui, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas une vision en qualité d'avocat qui est diamétralement opposée et bien heureusement, mais je vais vous parler un petit peu plus de l'aspect pratique. Et pour vous parler de l'aspect pratique, je vais d'abord vous dire que je suis très contente d'intervenir aujourd'hui au sein de l'école des greffes, parce qu'on parle beaucoup de la relation avocat-magistrat, mais peut-être très peu de la relation avocat-greffier. Alors que dans la pratique, en réalité, nous autres avocats, la première personne à qui on est confronté dans notre exercice quotidien, en réalité, c'est le greffier. Tant physiquement que de manière dématérialisée, c'est avec lui qu'on va échanger en premier. Donc, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir mettre aussi en avant le travail des greffiers, et notamment dans cette phase d'oralité en procédure élective, parce que en réalité, c'est la première personne de l'élection communique, et c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement, ça on l'a dit, on a résolu dans une détérioration des relations. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur, l'architecture des paliers, des choses dont on a beaucoup parlé. On a aussi une détérioration des relations qui est due certainement à la dématérialisation, mais qui est aussi due à cette inflation de réformes. Et comme vous le savez, on en attend, il y en a une donc, également depuis le 29 juillet. Donc, on attend la mise en application au 1er novembre. Et tout ça fait que nos relations, en fait, se détériorent. En réalité, on ne communique plus, on n'échange plus. Nous n'avons plus de lieu aujourd'hui pour pouvoir échanger ensemble et on perd un petit peu de vue quel est le but aujourd'hui d'une justice qui doit être utile. On l'a dit tout à l'heure, un dialogue qui doit être utile. Et on perd un peu de vue que c'est des justiciables qui est derrière tout ça. Et je crois que nous pouvons en parler. Parce qu'en réalité, on est mis le trait d'union entre le justiciable et la justice, et ce n'est pas toujours évident d'expliquer aux justiciables. Voilà, c'est pas toujours évident, nous, de faire le lien et de pouvoir expliquer aux clients ce qu'il en est. Bien évidemment, il est parfois peu sensible lorsqu'on lui explique que les délais sont plus importants parce qu'il y a beaucoup plus d'affaires, parce qu'on a eu une réforme. On va expliquer aux clients qu'aujourd'hui, les termes en recevoir sont traités par le juge de la mise en état, ils ne sont plus traités au fond, et pourquoi ça prend plus de temps, etc. C'est très difficile, du coup, pour lui de comprendre, et nous, on doit faire ce lien, et c'est pour ça que je suis une concurrence, c'est-à-dire le moment où vous allez décider du chemin que va prendre votre affaire et de la stratégie que vous allez employer, et comment on va faire. Alors, je ne doute pas un seul instant que c'est essentiel, mais le problème, c'est ce qu'on disait, c'est le moment où va avoir lieu cette audience d'orientation. Moi, je ne suis pas certaine qu'après 10 mois sont écoulés dans un dossier, on puisse forcément, du coup, décider de la meilleure chose à faire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces 10 mois? La plupart du temps, vous avez pris votre date, mais nous, en tant qu'avocats, aujourd'hui, on a des possibilités. Donc, on peut décider d'une procédure participative de mise en état. Mais en revanche, quid si on n'arrive pas jusque-là, on a 10 mois à attendre, pendant lesquels, en fait, on ne peut strictement rien faire. Alors, on a évidemment, du coup, l'avant-réforme, l'après-réforme. Regardez en bas. Mais dans ce cas-là, on a du coup une efficacité de cette audience d'orientation telle que l'avait voulu, en fait, la réforme, qui est d'une efficacité, je suis désolée de le dire, mais qui est à zéro. Elle est d'autant plus à zéro, pourquoi? Parce que nous, et je sais qu'on n'est pas le seul tribunal judiciaire à fonctionner comme ça, nous n'avons pas d'audience d'orientation physique. Et c'est comme ça depuis
en fait, le début de la réforme. Nous n'avons que des audiences d'orientation qui sont des audiences dématérialisées. Donc, vous faites quoi? Ben, vous vous retrouvez en fait avec l'ancienne conférence présidentielle. Vous allez envoyer votre petit billet de mise en état, un petit billet RPVA. Donc, alors je dis toujours billet, c'est terrible, ça me vieillit beaucoup parce qu'en fait, c'est l'ancêtre du message RPVA, le billet de mise en état. Mais en tout cas, vous allez envoyer, ben, merci de renvoyer à une prochaine date de mise en état. La plupart du temps, le défendeur, en 10 mois, n'a même pas décidé ni de conclure, ni de... Et voilà, il n'a ni communiqué ses pièces, rien du tout. Et donc, vous vous retrouvez dans cet état-là, et nous n'avons pas pris du coup ni le temps de discuter, ni le temps de rien faire pendant ce laps de temps, et vous n'avez absolument pas la possibilité en plus de demander à se présenter à l'audience, c'est-à-dire que c'est véritablement en fait un refus, et parfois vous vous retrouvez du coup avec un renvoi à la mise en état. Alors après, les renvois à la mise en état sont plutôt assez, en tout cas assez proches, mais parfois avec des motifs en réalité dont on n'a même pas pu discuter et qui, parfois, en l'espace de temps sur 10 mois, en réalité, ont évolué, et on aurait pu faire avancer l'affaire un petit peu plus vite. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu ce qui se passe d'un point de vue pratique. Et je pense que vraiment, il n'y a pas qu'à Aix-en-Provence que ça se passe. Je sors un petit peu de l'audience d'orientation pour du coup parler de la mise en état. La mise en état, on ne va pas dire c'était mieux avant. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas de dire avant c'était super, il n'y avait pas le RPU, la dématérialisation. Non, ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui, il faut tirer les conséquences de la façon dont ça se passait avant, de la façon dont ça se passe aujourd'hui, et d'essayer d'en tirer le meilleur. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire revenir en fait toutes les affaires en mise en état physique pour avoir en fait une discussion, etc. Mais c'est peut-être de parfois trier un petit peu les affaires qui permettraient en fait d'avoir, comme vous le faites du coup à Chartres, mais d'avoir en fait des audiences physiques pour qu'on puisse justement retrouver cette notion d'audience utile, ce qui a été mis en exergue dans les rapports sur les états généraux de la justice. Donc, et également, au Conseil national des barreaux, nous avons travaillé sur l'avenir de l'audience, donc en 2020, sur un ouvrage. Alors, très prospectif, mais j'ai envie de vous dire, quand on fait un constat de qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence aujourd'hui, la conséquence, c'est que nos relations doivent évidemment reprendre dans le cadre d'une communication, dans une communication utile, mais y compris pour les parties. La plupart du temps, quand on va se voir autour d'une table à discuter des dossiers où il va y avoir plusieurs parties, on le voit, que ce soit en préjudice corporel, que ce soit en construction, etc. Et je vais même vous dire, c'est au-delà du tribunal judiciaire, c'est également en cour d'appel. Ce n'est pas pour rien qu'à la cour d'appel, une fois les délais expirés, en fait, on réinstaure des audiences de mise en état pour faire le point dans le dossier. Ça a son importance aussi. Pourquoi? Parce que vous avez aussi, par exemple, l'article 912 du Code de procédure civile qui vous dit qu'une fois les délais expirés, le conseiller de la mise en état, dans les 15 jours, doit étudier l'affaire et faire un point pour éventuellement la clôturer et la fixer. Comme ça n'a pas l'air, mais ça a une véritable importance aujourd'hui en termes de responsabilité, et j'ai envie même de dire d'une responsabilité de l'État, et notamment en matière de péremption, puisque c'est l'article qui est régulièrement en fait repris quand les choses ne sont pas faites. Donc, moi, je suis convaincue que réinstaurer de l'oralité au sein de la mise en état et clairement de la présence, j'allais dire physique, c'est bien plus utile qu'un message RPVA, qui message RPVA va quand même, je tiens à préciser, on a quand même un certain nombre de messages qui parfois relèvent quand même de l'inutilité et donc donnent du travail tant à l'avocat qu'au greffier, parce que quand, par exemple, vous envoyez un message mais que vous n'avez pas choisi la bonne occurrence dans votre menu déroulant, vous allez avoir un refus de message, ce refus de message va être envoyé en fait à l'avocat, qui ne verra pas forcément le motif du refus de message, donc on va demander pourquoi le message a été refusé, qui ce message du coup va revenir au greffe, qui le greffe va le retraiter pour dire non, mais finalement ça a été refusé pour telle raison, en essayant de trouver sur l'interface qu'il y a chez le greffier qui n'est pas la même que celle que nous on a dans notre cabinet d'avocat, pour finalement dire mais ça a été refusé pour ça, pardon, c'est l'occurrence, alors attendez, je refais le message, je reprends la bonne occurrence. Rien qu'en parlant, vous comprenez bien que déjà c'est une perte de temps, et c'est une perte de temps pour tout le monde. Or, le temps aujourd'hui il est quand même très utile, compte tenu du fait que les audiences aujourd'hui donc ont quand même énormément augmenté en mise en état, et on en parlera tout à l'heure, mais sur les audiences d'incidents compte tenu des réformes. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à retrouver ce temps pour tout le monde, de manière à retrouver une communication plus saine, et plus saine évidemment pour le justiciable.
Donc, voilà ce que je voulais un peu vous dire sur la mise en état. Tant préciser que sur un nouvel office du juge, comme vous l'avez évoqué, Madame Fricero, moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état doivent être un petit peu des juges d'instruction et fonctionner comme ça dans les affaires. Merci. Bonjour. Pour nous, pour Dijon, en tout cas, je vais parler que pour Dijon. Quand on a mis en place l'audience d'orientation, on s'est posé beaucoup de questions. C'est ce qu'il fallait réserver une salle pour recevoir tous les avocats qui allaient venir. C'est ce qu'on a fait au départ. Et puis, en fait, il n'y a personne qui est venu. Les seules personnes qui sont venues, c'est les justiciables. Les justiciables, du coup, qui passent par le greffe. Donc, l'oralité là-dedans, c'était entre le greffe et le justiciable. Le greffe qui va expliquer au justiciable qu'il doit constituer un avocat pour la date d'orientation. Et puis, du coup, on a arrêté de réserver des salles d'audience puisque personne venait. On a mis en place une convention plus tard pour, si une convention participative était envisagée, là, les avocats devaient venir en audience d'orientation. Pour l'instant, on a très peu de procédures participatives à Dijon, mais ça va peut-être bientôt arriver. Et toujours dans l'audience d'orientation, à mon sens, au sens du greffe, il n'y a pas de dialogue utile qui peut être mis en place. En amont de l'audience d'orientation, le greffe et le président de la Chambre va devoir vérifier si l'assignation a été bien placée dans les délais pour éviter la caducité, si tous les délais de signification sont bien arrivés, sont dans le dossier. Et ça, c'est un dialogue que le greffe en général a avec l'avocat qui est en face. Voilà. À ce stade-là, pour moi, pendant l'audience d'orientation, il n'y a pas de dialogue utile qui peut être mis en place à ce moment-là. Les dossiers pour Dijon vont passer ensuite en mise en état classique, en général. Toujours de ce côté-là, je trouve qu'il y a plus de communication entre le greffe et les avocats, d'une part, et le greffe et le juge de la mise en état, d'autre part, mais aussi avec le justiciable qui appelle souvent, peut-être par manque de communication après et de compréhension, qui appelle souvent le greffe pour savoir où en est son affaire. À Dijon, je vais juste dire que la mise en état a été traitée pendant une année par le greffe et que pour moi, il y a besoin du regard du juge de la mise en état. Le greffe s'occupe de la procédure, c'est le technicien de la procédure, et le magistrat, le juge de la mise en état, doit être, à mon sens, plus actif et favoriser le dialogue à ce moment-là. Et il y a tout un travail à échanger qui pourrait peut-être être mis en place avec des rendez-vous judiciaires qui sera à l'initiative du juge de la mise en état pour faire un point sur les dossiers qui traînent depuis trop longtemps, établir éventuellement un calendrier de procédure, mettre au départ de la mise en état, en tout cas pour la médiation, nous, sur Dijon, on attend les premières conclusions adverses. Donc, si elles mettent déjà 6 mois à arriver, comme ça peut arriver dans certains dossiers, il y a déjà 6 mois de perdu pour éventuellement partir sur le principe de la médiation. Juste préciser que sur le RPBA, à Dijon, on reçoit entre 80 et 100 messages par semaine. Donc, des fois, parfois, les rejets sont, oui, nécessaires parce qu'on ne peut pas imprimer, enfin, on ne peut pas tout. On peut pas, si on refuse un message à un avocat, c'est qu'on est obligé de le faire parce que ça ne marche pas. On ne peut pas impacter le message dans notre logiciel. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de communication pour voir. On n'a pas du tout la même interface entre RPVA et nous comme CTGI. Et du coup, on ne voit pas du tout la même chose et on ne comprend pas forcément pourquoi on nous envoie un message de refus du message. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà bon. Alors, je vous propose un premier temps de questions sur cette audience d'orientation, sur l'oralité.
Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle déjà? Alors, pour le chat, on a recensé un petit peu vos questions. Il y a des questions qui. Alors, avant de laisser la parole à la salle, peut-être vous présenter un peu les questions qui émergent sur le chat. Comment instaurer un dialogue dans des audiences d'orientation comptant plus de 150 dossiers? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Oui, des politiques chouettes sur certaines juridictions ne permettant pas l'accès physique aux audiences d'orientation et de mise en état. Problème de stock limitant la mise en place d'audiences de mise en état en présentiel et les difficultés matérielles liées à la configuration des locaux, accès, qui manque de temps pour traiter des audiences orales et encore d'autres questions. Dans des contraintes matérielles. Je vous les soumets toutes, comme ça, les personnes qui ont présenté des questions sur le chat représenter quels pourraient être les critères des dossiers pour être envoyés en audience de mise en état en présentiel. Est-il possible d'avoir des exemples? Et il serait peut-être nécessaire de reconsidérer la fonction de GLE, de quantifier la charge de travail que cela implique et la reconnaître comme fonction spécialisée. Peut-être serait-il nécessaire d'harmoniser les procédures RPVA plutôt que d'instaurer de l'oralité. Est-ce que sur certaines de ces questions, vous souhaitez que je les relise? Regardez, je vais me pencher. Formule distincte au sens de l'article 768 du Code. Si cela signifie que ce ne sont pas des conclusions au fond, c'était une évidence, puisque le juge de la mise en état ne peut pas statuer au fond. Il a des pouvoirs limités, comme nous dit la Cour de cassation, par le Code de procédure civile, et il statue essentiellement sur des incidents ou sur la gestion administrative de l'instance, mais certainement pas dans le fond. Donc, on peut peut-être enlever cette interprétation. Ça ne veut pas dire au fond. Alors, distingue des conclusions au sens de l'article 768, est-ce que ça signifie que les conclusions déposées par les avocats devant le JME, dans le cadre d'un incident, ne seraient pas des conclusions récapitulatives, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas soumises à la structuration prévue par l'article 768, qui inclut bien sûr les sanctions, puisque vous savez que si on n'a pas récapitulé les prétentions et les moyens, eh bien, on est présumé y avoir renoncé, qu'il faut bien sûr émettre les prétentions sur les incidents dans le cadre du dispositif des conclusions. Donc, ces conclusions ne seraient pas modélisées au sens de l'article 768, ou du moins, les sanctions encourues pour le défaut de respect de la structuration ne seraient pas applicables. On note également que devant le juge de la mise en état, il n'y a pas d'ordonnance de clôture. D'ailleurs, il n'y a pas de mise en état de l'incident non plus, qui soit organisé, hein, bien sûr. Il y a des renvois, il peut y avoir des renvois à des audiences successives qui permettent évidemment d'instruire l'incident, mais il n'y a pas de mise en état organisée dans le cadre de cette audience d'incident. Et il n'y a évidemment pas d'ordonnance de clôture. Ce qui veut dire évidemment qu'à l'audience, on retomberait et on retombe dans la technique de l'oralité. C'est-à-dire que l'avocat aurait la possibilité de soumettre au juge de la mise en état des prétentions d'incidents et des moyens qu'il n'aurait pas formulés dans ses écritures, puisqu'elles ne sont pas récapitulatives et que, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'audience d'incident, eh bien, elles sont recevables, évidemment, à l'audience. Donc, vous voyez que cette procédure est à la fois une procédure écrite, par l'obligation d'adresser des conclusions spécialement adressées au JME, et en même temps, elle emprunte un peu la technique de l'oralité pour plus de souplesse. Voilà en tout cas les observations qu'on peut faire à la lecture des dispositions du Code de procédure civile. Merci Madame Crétonis. Madame Merci. Alors, l'audience d'incident, j'ai envie de dire, on l'a moins vu venir en fait, et on l'a sans doute moins préparé dans les juridictions, parce que en fait, on a été, et ça, je pense que c'est le cas partout, un peu submergé par la multiplication en fait des incidents, des fins de non-recevoir qui étaient soulevées, et avec une procédure. Et ben, comme l'a très bien rappelé le professeur Frissero, qui est une procédure un peu hybride entre l'oralité et l'écrit.
Et donc, là où on avait quelques incidents, comme dans toutes les juridictions qui arrivaient, et souvent c'était d'ailleurs après la mise en état, on faisait une audience d'incident, mais avec quelques incidents relativement rares, là on s'est quand même retrouvé assez noyé dans un premier temps et un peu embolisé par ces incidents. L'objectif de la réforme, là encore, il est très louable en fait, et je pense qu'on est toujours un peu dans la même philosophie de dire il faut qu'on puisse avoir une mise en état complète quelque part pour faire en sorte que quand les dossiers arrivent ensuite devant la formation de jugement, ils puissent être purgés en tout ou partie, mais enfin le plus possible, de leur vice de forme. Et puis surtout, en fait, d'éviter à certaines parties d'arriver au procès et de s'apercevoir au procès qu'il n'avait pas qualité à agir ou qu'il n'avait pas d'intérêt à agir, et voilà, avec des procédures qui pouvaient parfois être relativement longues. Donc sur l'objectif, moi je reste persuadée qu'il faut qu'on arrive peut-être à aménager cette procédure d'incident, mais d'en laisser une grande partie du pouvoir au juge de la mise en état, surtout, et je reprends la très belle expression de Maître Bramé, c'est surtout s'il devient un juge d'instruction. Il faut quand même qu'on lui donne des pouvoirs renforcés. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé à constater, en fait, quelque part, une nouvelle étape contentieuse dans le procès civil. Là où en fait on mettait tout le contentieux et tout le débat au moment de l'audience, là on a cette étape qui s'est développée, alors avec tout ce qui va avec, hein, des jurisprudences nouvelles, des problématiques nouvelles, une deuxième chambre de la Cour de cassation qui interprète, qui réinterprète. Enfin voilà, on est tous, et quand je dis tous, les avocats et magistrats, un peu dans cette difficulté de savoir exactement quels sont les pouvoirs du juge quand il juge sur incident. Et puis finalement, ça a parfois été un peu contre-productif parce que ça embolise un peu ces chambres civiles, peut-être parce qu'elles ne sont pas non plus organisées pour absorber en fait ces incidents en masse. Ça entraîne des appels devant la cour d'appel quand on est sur des incidents qui mettent fin à l'instance. Donc, ça suspend en fait pour nous la procédure devant le TJ. Ça repousse parfois les dates de fixation. Et puis, en fait, au final, ça allonge les délais, alors que quand même, l'idée de départ, c'était de les raccourcir et de faire en sorte de redonner à l'audience dont on parlera cet après-midi toute sa place et d'en faire une vraie audience utile sur le fond. L'autre difficulté, à mon sens, et notamment dans une juridiction moyenne petite, je ne sais pas comment on l'appelle pour Chartres, mais c'est que le juge des incidents, il est tout seul. C'est un juge unique. Alors, je ne dis pas que nous, on a la collégialité partout, mais enfin, parfois, on se retrouve sur de la complexité juridique de certains incidents qui mériteraient qu'on puisse faire un renvoi en collégialité. Mais pour ça, c'est quasiment une autre chambre qu'il faudrait créer pour traiter ces incidents. Alors, dans le cadre des États généraux, on avait beaucoup parlé de cette audience pour se demander ce qu'on allait en faire, pourquoi ça se passait comme ça. Et les avocats et vos représentants dans le groupe de travail et les échanges qu'on avait après nous avaient dit, mais nous, on a un vrai sujet de responsabilité professionnelle derrière. Parce que nous, les magistrats, on ne voit pas forcément quand on prend les incidents les uns après les autres. Et il y avait un peu l'idée de, il ne faut pas louper le coche. Et là, je ne parle pas du dilatoire, parce qu'on a aussi du dilatoire en incident. Il ne faut pas non plus, il n'y a pas que la question de la responsabilité professionnelle, mais avec cette difficulté, en fait, on a vu arriver des conclusions allongées, des temps d'échange allongés entre les parties et des audiences d'incidents qui s'allongent, audiences d'incidents qui sont tenues, alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les juridictions, mais enfin, une audience d'incident, c'est une audience dans une salle d'audience avec les parties présentes, avec un greffier, avec des notes d'audience et avec des débats, et encore une fois, des débats qui sont de plus en plus longs du fait de la multiplication des incidents. Alors, il n'y a pas de mise en état en audience d'incident. Je crois qu'on est beaucoup de juridictions à l'avoir un peu institué de manière quelque part non écrite, où en fait, maintenant, on essaye de fixer à l'audience d'incident les dossiers qui sont prêts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des nouvelles demandes parfois à l'audience, qu'il n'y a pas des demandes de renvoi, et il y a quand même beaucoup de renvois encore en audience d'incident, mais c'est vrai qu'au début, on s'est retrouvé en fait avec énormément de dossiers en audience d'incident, beaucoup de renvois, mais une gestion de l'audience qui était relativement complexe. Ça se fait sans trop de difficulté avec le barreau. Tout le monde a un intérêt à venir quand c'est prêt et à éviter de se déplacer si c'est juste pour demander un renvoi. Alors, il y a plusieurs idées sur l'évolution de l'audience d'incident, mais on pourra en débattre.
Il y a certaines chambres qui, notamment par convention, je crois que c'est le cas à Paris, à Bordeaux, ont mis en place en fait des conventions pour ne laisser au juge de l'incident que statuer sur les fins de non-recevoir et en renvoyer certaines, toutes celles qui mettent pas fin à l'instance, en fait, surtout à la juridiction. Faire aujourd'hui, donc on n'a pas besoin d'avoir un nouveau texte. Encore une fois, vous avez compris, je suis pas très favorable à ce qu'on remouline la procédure en permanence. Mais c'est aussi peut-être de la complexité supplémentaire. Ça veut peut-être dire aussi qu'il va y avoir des pratiques extrêmement divergentes d'une juridiction à l'autre. Je ne sais pas si c'est non plus une très bonne chose. Donc, je crois qu'on est un peu au milieu du gué sur cette phase d'incident et je pense qu'on est quand même obligé aujourd'hui de réfléchir à la manière d'en sortir, surtout si, encore une fois, la conséquence, c'est un allongement de nos délais de jugement, alors qu'on était quand même parti sur une idée très différente au moment où on a institué cette concentration des incidents devant un seul juge de la mise en état. Faut qu'on... Oh, non. Merci. Alors, sur l'audience d'incident, comme on vous l'a dit, cette audience paradoxale, là, moi, je crois que les avocats, en fait, ils nagent en pleine schizophrénie. C'est-à-dire que là où on vient réclamer aujourd'hui de l'oralité, en fait, en procédure écrite, représentation obligatoire, et bien là où on nous donne l'oralité, en fait, on est obligé de prendre des écritures. Donc, c'est quand même un petit peu schizophrène parce que vous vous retrouvez dans l'obligation pour saisir, donc du coup, de prendre des écritures. Et ensuite, vous vous retrouvez donc avec une plaidoirie qui va reprendre tout son sens en audience d'incident, puisque vous restez quand même du coup en procédure orale. Mais pour autant, vous êtes quand même obligé, quand on fait un petit peu du droit processuel, de d'ores et déjà penser procédure d'appel. Donc aujourd'hui, quand on est en première instance, on est nécessairement obligé de penser déjà à ce qui risque de se passer, et encore plus depuis la réforme avec les fins de non-recevoir, d'imaginer que si on a un appel d'une ordonnance du JME, comment est-ce qu'on va faire en appel si on n'a pas pris d'écriture? Donc en fait, en réalité, aujourd'hui, je pense qu'on est à 99,99% des confrères en fait à prendre des écritures sur les incidents alors qu'on est en procédure orale. Mais qui s'amuserait à ne pas le faire et se voir opposer un certain nombre d'arguments en procédure d'appel par la suite? Donc, il y a une véritable difficulté. Aujourd'hui, la Cour de cassation n'a pas véritablement tranché ces différents points, et notamment quand ça revient sur des difficultés, sur des demandes nouvelles, sur ce qui a pu être demandé ou pas, du coup, en première instance. Et je trouve que ça complexifie finalement beaucoup les choses, et c'est peut-être finalement, ça serait plus facile de dire une bonne fois pour toutes qu'on est en procédure écrite sur la totalité en fait du procès et simplement parler d'oralité comme on l'a fait précédemment. Alors, plus que ensuite une observation, c'est plutôt une question en fait. Mais vous y avez déjà, Madame la Présidente, répondu en partie, en tout cas, à cette question. C'est que moi, je me dis toujours, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas correctement, il faut qu'on essaye aussi d'aller prendre des exemples ailleurs, et notamment dans d'autres juridictions qui ont vraisemblablement beaucoup plus pratiqué et qui pratiquent encore évidemment la procédure orale, donc à l'instar du Conseil de prud'homme, mais également des tribunaux de commerce et également de procédures d'arbitrage. Alors, je ne pourrais pas vous parler malheureusement Conseil de prud'homme, mais en tout cas en ce qui concerne le tribunal de commerce et ce qui concerne l'arbitrage, en réalité, il y a une mise en état qui fonctionne plutôt pas mal, et notamment en fait pour les incidents. Et donc moi, la vraie question que j'ai aujourd'hui, pour éviter une multiplication en fait des audiences qui finalement deviennent des audiences qui sont inutiles, qui vont vous bloquer du temps en fait, tant à vous magistrats que vous greffiers que nous avocats, ne devrait-on pas véritablement envisager du coup une mise en état de la mise en état sur l'incident, ce que vous évoquiez tout à l'heure? Et moi, c'est une vraie question, parce que je pense que toute première audience d'incident, qu'elle soit fixée
tôt ou tardivement, fait quasiment, je ne sais pas si vous avez des statistiques ou pas, mais fait quasiment l'objet d'un premier renvoi au premier appel. Je pense qu'on est quasi systématiquement et tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel en matière d'incident. Donc voilà, c'est plutôt une question comme celle-ci d'un point de vue pratique. Comment fait-on pour améliorer tout ça? Je suis totalement d'accord. Pour améliorer la pratique des incidents, il faudrait organiser une mise en état d'incident. À Dijon, on a tellement de renvois sur les incidents que les délais de fixation d'incidents sont plus lointains que les juges uniques, par exemple. Et voilà, ça en devient dommage. Moi, personnellement, dans les audiences d'incidents, je prends des notes d'audience qui seront disponibles au dossier et que j'ai déjà eu à transmettre aux avocats des parties à leur demande. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire au niveau du greffe pour les audiences d'incident. Oui, si vous voulez répéter, Madame Bernard, vous parler plus près du micro. Ah, pardon. La salle, tout le monde vous a entendu. D'accord. Je disais que j'étais d'accord sur qu'il faudrait mettre en place une organisation, une mise en état d'incident, dans la mesure où les délais d'incident à fixer sont plus lointains que ceux de juge unique ou même de collégial. En tout cas, je parle pour Dijon, pour fixer ces dossiers. Et oui, je disais que je prenais aussi des notes d'audience pendant les audiences d'incident qui sont de plus en plus transmises aux avocats qui étaient présents et à leur demande. Merci. Est-ce que c'est des développements avec des questions sur notre Alors, on va vous apporter un micro. Madame Pistorius, s'il vous plaît. Ça ne pas beaucoup sur un seul, ça marche comme je veux. Cette question, je vais me permettre de lire un petit peu les documentations et les questions qui sont apparues sur le chat. Une observation Marseille tente d'instaurer la mise en état des audiences. Certains considèrent que cela retarde encore plus le traitement des dossiers et l'aboutissement de la procédure. Et puis, le juge de la mise en état a qualité pour traiter les fins de non-recevoir, ce qui a été également prolongé la procédure. Peut-on envisager des prétentions écrites et des moyens oraux? Y a-t-il des jurisprudences à l'appui du fait que les prétentions et moyens oralement sont recevables lors de l'audience d'incident? Ne pourrait-on pas envisager des moyens de communication alternatifs pour traiter ces audiences sur ce type de visio? Il faudrait essayer, en fait. Que la procédure orale, orale des incidents, le rôle de vérifier donc apparaît essentiel à l'audience. Peut-être, on a la réponse à une des questions, c'est qu'à partir du moment où tout le monde conclut, et je rejoins ce que vous avez dit, on n'a que des conclusions écrites en incident, on n'a pas de jurisprudence sur. Alors, il faudrait essayer, et ce ne serait pas inintéressant, mais personne ne prendra le risque. On n'a pas de jurisprudence sur. Voilà, est-ce qu'à partir est-ce qu'à l'audience, on peut faire de la réelle oralité et soulever des moyens nouveaux? Après, en termes d'allongement de la procédure, je pense qu'on aurait quand même un petit sujet. Mais... Oui, quand même. C'est du oral. Hein. Il y a une question. Bonjour, Madame. J'ai une question qui a trait donc à cette audience d'incident mise en état. Est-ce qu'elle ne serait pas susceptible de pouvoir évoluer en fonction, ou plutôt sur un modèle similaire à ce qui a été retenu au pôle social? Le pôle social connaît une procédure un peu particulière, qui est une procédure totalement orale, avec une situation relativement hybride, puisque le juge de la mise en état dispose au centre de pouvoir, dont je ne vais pas faire la liste ici, puisqu'il s'arrête à 800 et qu'il n'y a pas d'ordre de clôture. Alors, dans une situation de mise en état un peu hybride, le juge est vraiment contrôlé, on est bien, à les audiences d'incident et avec les conséquences calamités, etc. Merci. Alors, je répète la question. Vous êtes Benoît Morélière, juge placé auprès de la Cour d'appel de Dijon.
La question est de savoir est-ce que cette audience orale d'incident pourrait pas évoluer sur le modèle de l'audience, ce qui se fait au niveau du pôle social et les audiences hybrides de mise en état. Voilà. Non. Et, oui, je pense que c'est l'exemple que je donnais à l'instar aussi des tribunaux de commerce et du coup des procédures d'arbitrage. Donc, j'imagine. En revanche, du coup, je ne sais pas quelle est la pratique. Du coup, j'imagine que vous parlez du pôle social du TJ à Dijon. C'est partout. D'accord, non, parce que nous, il n'y a pas de mise en état. Donc, Oui. Oui, c'est variable. Faculté, les missions. donc peut-être. Mais en tout cas, oui. Je sais pas comment. Ah oui, j'ai pas tellement de. Je suis plutôt d'accord parce que quand je disais que nous on avait essayé de faire de la mise en état et pour fixer en fait à l'audience d'incident uniquement des dossiers prêts, ça rejoint complètement ce qui se passe devant le pôle social. Après, en fait, le risque de mettre en place une mise en état un peu rigide, entre guillemets, en audience d'incident, c'est le risque d'allongement des délais, de multiplication du coup des incidents, des appels. Tout à l'heure, je parlais de la longueur des écritures. Parfois, on a en incident des écritures qui sont aussi longues que les écritures au fond. Donc, voilà, la question, c'est est-ce que ça doit rester ce juge de la mise en état, juge d'instruction, comme on va l'appeler aujourd'hui, qui garde l'ensemble des incidents? Est-ce qu'on en renvoie au fond? Est-ce qu'il ne faut pas aussi que, et je parle beaucoup de changement de culture, mais que nous aussi, on s'approprie peut-être mieux cette audience pour dire, bah, certains, on les envoie au fond, alors dans une discussion avec le barreau, par convention ou même par échange, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à la faire évoluer. Donc, au Conseil national des barreaux, la question est très simple. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de traiter à la juridiction, dans le cadre d'une audience de mise en état, des questions aussi semblent importantes que la prescription, vous allez agir, et l'intérêt à agir? Merci. Votre nom, Gilles Boxeau du Conseil national des barreaux. La question est, pensez-vous qu'il soit raisonnable de traiter en juge unique de mise en état des questions aussi importantes que celles de la prescription, de la qualité à agir et de l'intérêt à agir? C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je pense que non. La difficulté. Alors, on peut aujourd'hui, enfin, je parle sous contrôle du professeur Frécero, on n'a vu rien nous interdit. De toute façon, rien nous interdit par la collégialité à peu près quand on veut maintenant, en matière civile. Sauf qu'il faut avoir les moyens de créer une chambre des incidents en collégialité. On a déjà du mal à porter, en fait, les chambres civiles collégiales et à les maintenir. D'où peut-être l'idée de dire sur ces incidents, les renvoyer devant le juge du fond et les traiter. Je parle de la prescription, par exemple. Voilà, mais sans rendre les choses obligatoires. Voilà, j'ai pas la solution, mais en tout cas, je vous rejoins sur, c'est pas parfois, et d'ailleurs les juges le disent, qu'il y a des questions de droit à trancher qui sont souvent très complexes en incident et qui se complexifient en plus. Sur l'oralité, je voulais juste dire que quand même à chaque audience d'incident de mise en état, si on n'a pas conclu et qu'on tend un argument oral, on lui dit est-ce que vous l'avez conclu? Encore ce matin, j'arrive de l'audience de mise en état, c'était ça. Donc, je crois que tout le monde a décidé que ce serait une procédure écrite, je t'en prie, et parce qu'on se couche, qu'on n'a aucune jurisprudence. La question, c'est sur ces fameux 50 secondes qui nous ont empêchés de tourner en rond, finalement, depuis 2017. Est-ce que la solution, ce serait quand même pas qu'on se mobilise absolument pour qu'on revienne à la situation d'avant? Vous l'avez dit au consoeur, quand une situation est un échec, il faut savoir en tirer les conséquences. Est-ce que ce serait pas une idée pour que dans les projets de décret qui circulent, pour le dire sous le manteau, projet. Mais c'est pas la modification que vous avez relevée du Chiron, la question de la gestion, et pas tout simplement
de retirer les fins de non-recevoir, parce qu'avant, il faut qu'on ait une partie des enfin, que les exécutions de procédure. Pas tout. Finalement, ça marchait. Ça gênait personne. Alors, est-ce que dans le projet de décret, ça s'endort aussi? Alors, votre nom, si vous pouvez me le rappeler? Anne Gerbet. Anne Gerbet, du barreau de Dijon. Claire. Claire, C'est pas grave. Claire Gerbet, du barreau de Dijon. Une observation en premier lieu. Maître Gerbet explique que là, elle revient de l'audience de Dijon et il lui a été indiqué qu'elle a soulevé oralement un incident. Il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas conclu et que donc l'oralité n'était pas favorisée. Et une question, est-ce que pour les fins de non-recevoir, la solution ne serait pas de revenir au système avant 2017 et retirer finalement les fins de non-recevoir du giron du juge de la mise en état? Bon, je vais juste faire une observation. Je ne suis pas rédacteur des prochains décrets de réforme, hein, mais vous le savez bien, le ministère, je dirais, la chancellerie est alertée, bien sûr, des difficultés, à la fois en première instance et en appel aussi, puisque les cours d'appel sont surchargées, elles aussi, de recours contre les ordonnances des JME statuant sur les fins de non-recevoir. Donc, le système entier subit un certain nombre d'inconvénients de cette attribution de pouvoir au juge de la mise en état, alors qu'initialement, c'était l'idée effectivement d'accélérer la solution sur le fond. Le cas échéant, donc la chancellerie est alertée et dans le cadre des consultations générales de tous les professionnels, des avocats bien sûr, mais également des magistrats, première instance et appel. On va dire qu'il n'est pas totalement impossible que dans le cadre des réformes futures, il y ait peut-être pas un transfert automatique de compétences, mais une possibilité pour le JME soit de statuer, soit de renvoyer, comme c'est souhaité, mais de renvoyer au fond. Parce qu'actuellement, l'article 789 prévoit un renvoi à une collégialité de mise en état. Pas du tout au fond, c'est pas un renvoi au fond, c'est une collégialité de mise en état avec un jugement collégial mais de mise en état, un appel en procédure à bref délai, etc. On reste dans le cadre de la mise en état et l'organisation d'une juridiction collégiale de mise en état est totalement impossible à l'heure actuelle dans la plupart des juridictions. Mais là, ce serait un véritable renvoi au fond, une jonction au fond. On joindra l'incident au fond. Mais tout le monde est alerté et je pense que c'est peut-être la bonne solution, mais on attend et on espère.